Bonsoir, je suis Eric Salobir, je suis le président du comité exécutif de la Human Technology Foundation, qui est un think tank international qui travaille sur l'impact des technologies sur l'humain et sur la société. Et nous aidons les gouvernements et les entreprises à développer des technologies au bénéfice de l'humain et de l'intérêt général. En même temps, je suis membre du Conseil national du numérique et il se trouve que je suis prêtre et dominicain, donc de l'ordre des dominicains. Et à ce titre-là, je conseille aussi le Vatican sur ces questions liées aux technologies, notamment l'IA, le partage de la donnée, etc. En fait, on se rend compte que ce qui est important, c'est pas tant l'intelligence artificielle, c'est les usages. Les algorithmes qui maintenant sont partout, qui sont à la fois à notre service et qui en même temps utilisent nos données. Et puis maintenant, quand même, un énorme pas en avant, ChatGPT, c'est quand même la démocratisation de l'IA. C'est tout le monde qui peut utiliser l'IA pour coder, pour écrire. Midjourney, c'est la même chose pour faire des visuels, des photos, etc. Donc finalement, les gens ont l'impression qu'ils peuvent se l'approprier. Et partout où il y a de l'humain qui a en possibilité, en capacité de faire quelque chose ou qui risque de se trouver discriminé, à un moment, l'Église se pose la question, est-ce que tout ça, c'est vraiment au bénéfice des utilisateurs ? Et c'est ça la vraie question. Et les questions que porte notamment le pape, c'est assez public, c'est des questions autour de l'impact de l'intelligence artificielle sur les plus démunis, la fracture numérique, les personnes les plus âgées, le sud global, donc tous ces pays qui malheureusement sont des utilisateurs dans le meilleur des cas, mais rarement des producteurs de ces technologies. Alors, l'identité numérique, en deux mots, c'est la clé de notre vie numérique. C'est-à-dire que c'est avec ça qu'on va s'authentifier pour avoir accès à des sites internet, peut-être un jour au métavers, au Web 3, etc. Et en même temps, de plus en plus, elle commence à avoir un impact sur notre vie physique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'identité numérique, par exemple, sur la base d'un QR code, me permet de prouver que je suis majeur, ou de me prouver mon identité, etc., ou de prouver que j'ai tel ou tel attribut, caractéristique. Par exemple, si je suis médecin, que je montre un QR code et que je peux passer en cas d'urgence, par exemple, sur une scène en cas d'accident, tout ça, c'est ce que l'identité numérique permet de faire. Donc c'est à la fois l'identité numérique, une clé pour prouver qui on est, mais aussi pour porter, c'est une espèce de wallet, c'est un portefeuille qui permet de porter tous nos attributs, toutes nos informations, et quelque part, c'est un peu de plus en plus la clé de nos vies. Et c'est pour ça que ça devient quelque chose d'absolument stratégique, c'est pour ça que les États cherchent à garder une forme de contrôle, mais ils l'ont de moins en moins, parce que finalement, mon passeport, je le sors de moins en moins, et en même temps, les sociétés privées essaient toutes de mettre la main dessus, et la question, c'est qui sera le tiers de confiance de l'identité numérique ? Est-ce qu'il faut viser du côté des États, des grandes entreprises de la tech ou de tiers de confiance comme l'imprimerie nationale, comme la Poste en France par exemple, qui proposent des solutions d'identité numérique où quelque part ils sont garants de l'intérêt général parce que la Poste c'est quand même beaucoup la confiance derrière, tout le monde a confiance dans le postier et en même temps c'est pas non plus l'État. Alors pour moi, le premier risque concernant l'identité numérique, ce serait qu'on ne l'utilise pas. C'est-à-dire, ce serait qu'on prenne du retard en Europe par rapport aux États-Unis, par rapport à la Chine, où c'est quasiment obligatoire d'utiliser des QR codes et des éléments d'identité numérique, et qu'à un moment, en n'ayant pas d'utilisateurs, on n'est pas de marché, en n'ayant pas de marché, on n'est pas d'entreprise, et en n'ayant pas d'entreprise, à un moment, on ne soit pas sur la carte. Et moi, je veux que l'Europe pèse d'un poids fort et on a des acteurs de l'identité numérique, des gens comme Thales par exemple, il faut que ces gens-là puissent peser et pour ça il faut que petit à petit les citoyens européens prennent à la fois confiance et apprennent à utiliser ces outils-là, mais pour ça il faut que cette identité numérique soit digne de confiance, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de caractéristiques, il faut qu'elle soit suffisamment ouverte, il faut qu'elle soit décentralisée, il faut qu'elle soit interopérable, il faut qu'elle permette de faire ce qu'on appelle la minimisation de la donnée, c'est-à-dire que je puisse vous partager le minimum d'informations requises, comme par exemple juste mon âge, mais pas mon nom, pour pouvoir rentrer dans une boîte de nuit ou acheter de l'alcool par exemple. Ça permet effectivement de donner de la confiance, c'est un facteur de confiance, et en même temps, et c'est ce que nous faisons en ce moment, nous avons monté avec l'Institut McCourt, qui est un institut américain, mais aussi de Frank McCourt, aussi installé à Sciences Po. Nous avons monté un projet d'étude pour essayer de regarder quels sont les cas d'usage qui pourraient vraiment être au service du citoyen, ce qui existe déjà, ce qu'on peut imaginer, les décortiquer, voir comment on résout les problèmes éthiques et voir les difficultés qui restent encore. Concernant l'identité numérique,
toutes les solutions n'existent pas encore. Et c'est ça, je trouve, qui est assez intéressant en ce moment. On est à un moment où les cas d'usage sont en train petit à petit de se développer et on voit bien qu'il y a un peu des conflits, des écoles entre ceux qui pensent, comme c'est le cas du gouvernement indien, qu'on peut utiliser avant tout la biométrie. Mais en même temps, en Inde, il y avait tellement de gens qui n'avaient aucune identité, des enfants non déclarés, des gens qui ne pouvaient pas ouvrir de compte bancaire, des gens qui ne pouvaient pas acheter de maison parce qu'en fait, on disait, mais qui êtes-vous? Vous n'avez même pas de papier d'identité. Et donc, en fait, ils sont allés au plus simple et au plus sûr, et en donnant une identité numérique biométrique, ils ont permis à des millions de gens d'être bancarisés. C'est extraordinaire. Mais en même temps, comme c'est très centralisé, il y a eu des piratages, et à partir du moment où la donnée biométrique existe et où elle est sur un serveur, elle peut toujours être piratée. Alors que d'autres acteurs, notamment des acteurs européens, vont préférer utiliser des modes non biométriques qui en fait sont moins intrusifs, je dirais. Et comme ils sont moins intrusifs, là où la donnée n'existe pas, on ne peut pas la pirater. Mais effectivement, c'est vrai aussi qu'en Europe, on a moins cette urgence parce que presque tout le monde est déclaré, presque tout le monde a une pièce d'identité. Donc l'identité numérique, elle vient en surcouche de quelque chose qui existe déjà. Donc en fonction du contexte, si on est en Estonie par exemple, avec la pression d'un grand voisin quand même un peu belliqueux, on a tendance à accepter une identité numérique qui d'ailleurs est extrêmement bien faite, celle du gouvernement estonien, qui a été très pionnier en la matière. Dans d'autres pays, je pense par exemple à la France, on est quand même très réticent à utiliser France Connect pour faire autre chose que payer ses impôts. Voilà, l'idée c'est de voir comment ce paysage va se composer, de regarder tout ce qui existe, toutes les bonnes idées et de partager les bonnes pratiques au niveau international. Nous avons déjà, lors d'un précédent rapport, travaillé avec le Conseil canadien de l'identité numérique et de l'authentification pour définir les grands principes de l'identité numérique. Et l'idée maintenant, c'est de les appliquer à des cas d'usage. Et je lance un peu un appel, je dirais, à tous les partenaires privés qui développent ce genre de cas d'usage et ce genre de technologie et qui souhaitent à un moment être auditionnés par notre groupe de travail ou interagir avec nous de façon à ce qu'on enrichisse cette réflexion collective et qu'on arrive à une identité numérique qui soit à la fois très pragmatique, qui soit porteuse de croissance aussi économique et de profit. Enfin, il faut que ça marche, il faut qu'il y ait un business model derrière tout ça et en même temps parfaitement respectueuse des citoyens européens. Je trouve qu'effectivement, avec l'émergence des modèles génératifs, c'est-à-dire ChatGPT pour le langage, Midjourney par exemple, ou DALL-E 2 pour la photo, mais il en existe aussi pour le son, la reconstitution par exemple de voix de personnes décédées, y compris de personnalités célèbres, etc., pour la vidéo. En fait, cette IA générative, c'est une espèce de nouvelle génération. Alors, ce sont des technologies qui existaient déjà, mais qui sont portées à un autre niveau et surtout qui sont adoptées par le grand public. Et ça, je pense que c'est quand même extrêmement nouveau. Enfin, de la démocratisation de l'IA, enfin un produit un peu sur l'étagère, y compris que des indépendants, des avocats, des consultants, même de toutes petites entités peuvent utiliser sans mettre en place un truc énorme, sans avoir des tonnes de data scientists qui travaillent là-dessus. Donc ça, c'est très positif. D'abord, je vois deux difficultés. La première, c'est que cette IA générative, pour éviter qu'elle parte dans le décor, comme ça avait été le cas du chatbot de Microsoft sur Twitter il y a quelques années, qui était devenu nazi et xénophobe en quelques jours, ou même en 24 heures, tout simplement parce que des gens lui avaient appris des bêtises, comme on apprend à un perroquet à dire des bêtises. Bien, ils ont posé un certain nombre de métaprompts, c'est-à-dire de grands critères qui évitent, par exemple, qu'elle devienne complotiste, qui évitent qu'elle devienne xénophobe, etc. Et en fait, la question, c'est qui a défini ces critères, selon quels principes, et est-ce que tout ça est transparent, et auprès de qui ces gens-là rendent-ils des comptes? Et là, pour le moment, ça s'est fait au sein de OpenAI, ça s'est fait au sein des entreprises par le besoin, mais à un moment, il va falloir qu'il y ait une forme d'ouverture de la gouvernance, ou au moins de partage, ou une forme de transparence sur les principes. On a dit à un moment que ChatGPT était quand même très woke. Ensuite, ils ont dit non, on a un peu corrigé, c'est un peu moins californien. C'est vrai que ça va passer dans certaines cultures, ça va moins passer dans d'autres. Et la question, c'est comment on va un peu avoir un minimum de contrôle pour vérifier que ça n'influe pas dans le discours et que petit à petit, ça ne fasse pas passer dans l'esprit des utilisateurs des messages qui ne sont pas subliminaux, mais qui vont fonctionner comme des messages subliminaux. Donc ça, c'est peut-être pour moi la première difficulté. Puis la deuxième, c'est comment est-ce que les gens s'en saisissent. Parce qu'au départ, c'est un générateur de texte. ChatGPT, ça définit le mot suivant. Donc en fait, à un moment, ça écrit du texte au kilomètre, très bien écrit, mais il n'y a aucun sens commun, il n'y a aucun bon sens. Ça relie pas sa copie en disant mais j'ai écrit n'importe quoi. Donc il peut y avoir une ânerie au milieu, c'est pas un problème. Et quand les gens commencent à l'utiliser comme moteur de recherche, à lui poser des questions, voire comme oracle,
Parce qu'à un moment, on a l'impression que j'ai demandé à ChatGPT, comme en as-tu parlé à un médecin? Je suis allé voir le gourou. Mais c'est complètement ça. Et là, le problème, il n'est pas du côté d'OpenAI, qui ne fait que mettre à disposition du public une technologie. Il est du côté des utilisateurs de cette technologie qui, à un moment, l'investissent d'une confiance, d'un pouvoir quasi religieux, en fait. Ils en font une espèce de totem, sauf que les totems, ils étaient censés protéger le village, mais ils disaient rien. Là, ChatGPT, il répond. Et en fait, si on le connecte avec le web, comme c'est le cas par exemple des enceintes connectées, si vous dites Alexa, commande-moi une pizza, Alexa vous commande une pizza. Là, ChatGPT va pouvoir faire beaucoup de choses. À un moment, la question c'est est-ce qu'on ne va pas aller trop loin, nous utilisateurs, ou au moins les utilisateurs les moins avertis, dans cette espèce de personnalisation d'une technologie qui ne reste qu'une technologie. Et pour moi, la vraie réponse, elle est donc dans la transparence, je le disais, pour ce qui est de la technologie, mais aussi dans l'éducation des utilisateurs. J'espère que ChatGPT est déjà avant tout utilisé pour faire le bien, pour écrire, des poèmes que les gens n'arrivent pas à écrire à la personne qu'ils aiment, pour écrire des lettres qui leur font gagner du temps et qui leur permettent de se consacrer à l'essentiel. J'espère que ça nous permettra d'être plus focus sur ce qui est essentiel et de confier à une machine les tâches annexes. En même temps, j'aimerais pas que ça prenne trop d'emplois. Mais je suis profondément persuadé que cette technologie-là, comme toutes les technologies que jusqu'à maintenant on a inventées, qui étaient des technologies versatiles, je ne parle pas des armes par exemple, mais de technologies très vastes, larges, transversales, et bien ces technologies, jusqu'à maintenant, on en a quand même toujours tiré d'une façon ou d'une autre le meilleur, et j'espère que là aussi, on pourra en tirer le meilleur.